Salin Holidays vous fait voyager avec Breton d'ailleurs. Bienvenue dans ce Breton d'ailleurs spécial Baltique, la mer Baltique, elle est juste là. On commence notre périple à Tallinn, la capitale de l'Estonie. Ensuite, on va prendre un ferry, et comme l'un de ceux que l'on peut voir juste derrière moi, direction Helsinki et enfin Stockholm. On y va. C'est donc ici, à Tallinn, que commence notre périple, en hauteur. La ville regorge en effet de points hauts et de belvédères, d'où le regard embrasse à la fois les toits rouges, les clochers longilignes, comme celui de l'église Saint-Olaf qui fut le plus haut du monde, et bien sûr les remparts, avec leurs 26 tourelles restantes, qui ont valu à Tallinn un jumelage avec Carcassonne. Danoises, suédoises, allemandes, les influences de ces peuples européens conquérants sont multiples en Estonie, devenue membre de l'Union européenne en 2004, et premier pays balte à rejoindre la zone euro en 2011. Elle se sent d'ailleurs plus scandinave que ses voisines, la Lettonie et la Lituanie. Pourtant, on sent que la Russie n'est pas loin. Voici la cathédrale Nevski, orthodoxe, qui abrite la célèbre danse macabre et qui nous rappelle qu'il y a une grosse communauté russophone qui vit ici. Elle représente 40% de la population de Tallinn et un quart de celle du pays. La communauté française, elle, est bien plus restreinte dans ce pays qui ne compte qu'1 300 000 habitants. Quelques 250 Français résideraient ici, dont quelques Bretons, notamment à l'ambassade. Jean est là depuis 2 ans et demi. Ce Breton pressé est déjà à 28 ans le conseiller économique de l'ambassade. Alors j'étais au lycée Renan à Saint-Brieuc, où il y avait des classes prépa littéraires. Après j'ai décidé de faire une classe prépa littéraire moi-même, donc je suis parti à Paris pour le faire. Et j'ai intégré l'école normale supérieure. Et ensuite, voilà, j'ai toujours voulu travailler dans l'économie internationale, les relations internationales, ça m'a beaucoup intéressé, donc j'ai postulé au volontariat international. J'étais conseiller économique directement, vu que c'était un petit pays en soi, et en plus c'est pas un pays où on a le plus de relations avec la France et au niveau économique. Donc j'étais tout seul et je me suis retrouvé au poste de conseiller économique de l'ambassade en VI, ce qui a été une très bonne opportunité. Une très bonne opportunité, en effet. D'autant que l'économie se porte bien dans cet ex-tigre balte dont la croissance de 2% est dopée par le numérique et les nouvelles technologies. C'est le pays qui est le plus avancé sur tout ce qui est e-gouvernement, e-service. Voilà, si vous perdez votre carte d'identité, vous pouvez en commander une nouvelle sur Internet et l'avoir dans votre boîte aux lettres en 1 semaine. Vous pouvez voter en ligne, vous pouvez avoir toutes vos prescriptions médicales en ligne. Par exemple, ici, ils ont créé Skype avec des fonds suédois. On n'a pas tant de grands groupes français que ça, mais on a quelques Français qui se sont installés ici pour créer leur start-up, dont certains qui marchent très très bien. On a l'entrepreneur de l'année 2015, l'année dernière, qui est français, en Estonie. Ces entrepreneurs incarnent la French Touch ici, voire la Braise Touch. Mathieu est installé depuis 7 ans à Tallinn. Ce jeune ingénieur quimpérois a lancé un concept innovant pour amateurs de musique. On le retrouve dans un incubateur de start-up, Garage 48 Hub, qui compte une vingtaine de sociétés comme la sienne. Alors, je suis né en dehors de Bretagne, mais j'ai vécu toute ma vie en Bretagne, fait mes études à Brest. Après, donc du coup, je fais une école d'ingé. Pendant mon école d'ingé, donc pour la 4e et 5e année, je dois faire un stage à l'étranger. Et une fois rentré, j'ai eu mon diplôme, moi, je voulais repartir à l'étranger et j'ai trouvé un boulot d'ingénieur à Tallinn. Donc je me dis pourquoi pas venir ici. Donc ça c'était en 2009. Et donc juillet 2009.
Et puis une fois sur place, j'ai rencontré, je faisais de la musique avec des amis, on était DJ en soirée, où on essayait de produire de la musique. Et du coup, on a eu l'idée d'essayer de faire une nouvelle surface, un nouvel type de contrôleur pour pouvoir faire de la musique. Donc du coup, la start-up a été créée en 2011. Au début, on n'était que deux, donc il y avait moi et Ottavio, un Italien. Et l'année d'après, le troisième personne avec qui nous a mis en contact la boîte de marketing, Andrius, qui vient de Lituanie, nous a rejoint, a quitté son boulot et nous a rejoint. Et après plusieurs mois de travail, les trois associés ont créé la Mash Machine. Elle peut se monter en 2 minutes 30 chrono et coûte 3 500 €. Démonstration. C'est très simple, donc en fait c'est un peu comme si on faisait de la musique, comme si on jouait au Lego. Donc on prend des cubes et on les place sur la surface de jeu. Donc après on a 4 catégories, donc on a de la batterie, on a de la basse, on a des mélodies et on a des voix. Alors du coup après, on peut juste combiner les différents morceaux ensemble pour pouvoir faire un... Je vais rajouter une basse. Après, je peux le bouger pour mettre un effet. Pour rajouter une mélodie. Pour rajouter une voix. Et donc en fait, voilà, tout le monde, n'importe qui peut devenir un DJ. On ne peut pas faire d'erreur. Quoi que les gens feront, ça sonnera toujours bien. On peut même faire n'importe quoi. Au final, le résultat est sonne toujours correct. Après avoir quitté Mathieu et la ville haute, direction la ville basse. Celle-ci date du XIIIe siècle, au moment où Tallinn est entrée dans la Ligue de la Hanse, une association de villes marchandes d'Europe du Nord, commerçant autour de la Baltique. La cité s'appelait alors Reval, son nom germanique porté jusqu'en 1918. Nous plongeons dans une autre époque. Après avoir traversé ces charmantes et pittoresques ruelles et croisé quelques Estoniennes en costume médiéval, nous débouchons sur l'incontournable place de l'Hôtel de Ville. Décidément, en breton d'ailleurs, on fait toujours des rencontres étonnantes. Nous sommes donc à Tallinn et on rencontre une caméra, déjà, qui est exactement la même que la nôtre, celle qu'utilise Julie. Et derrière cette caméra, eh oui, une Bretonne. Voilà. Une Bretonne De Rennes. Et qui est de passage ici. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous filmez? Eh bien, je travaille pour une compagnie de croisière et je fais des films pour les passagers. Du coup, je suis les passagers en excursion et aujourd'hui, on est à Tallinn. Et ensuite, vous allez où? À Copenhague. D'accord. Et c'est votre métier? Voilà, on reste à bord pendant 6 mois et on enchaîne les croisières comme ça. Et donc voilà, après on part au Groenland et en Amérique du Sud. Donc vous avez visité déjà pas mal de pays, j'imagine. Oui, là on enchaîne. En 6 jours, on a fait 6 pays. Voilà, c'est intense. Ça fait combien de temps que vous faites ça? 3 ans. Combien de pays en 3 ans? Oh là, je n'ai pas compté. Le pays préféré? Là, dernièrement, on a fait Dublin et c'était vraiment super. Ah bah c'est Dublin, normal, les Celtes. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la culture qui m'a parlé encore une fois. Vous retournez régulièrement en Bretagne? Oui, bien sûr. Ouais, j'ai toute ma famille dans le Finistère et en Ille-et-Vilaine. Et voilà. Donc une petite marinière. Voilà, on représente toujours la Bretagne, on en croise partout. Bon. Kenavo alors? Kenavo et à bientôt sur nos terres bretonnes. Des marinières, il y en a aussi ici, à l'Institut français de Tallinn, co-dirigé par une autre bretonne, Aurore, multidiplômée et voyageuse. Je suis née à Léon, j'ai fait toutes mes études, tout mon primaire à Dinan.
mon collège, mon lycée à Dinan. Et après, je suis partie étudier à la Cato d'Angers, où j'ai fait une école d'interprétariat. En même temps, j'ai fait une licence d'éducation. J'ai fait également un master en relations internationales, après, et en français langue étrangère. Et directement après mon master 2, je suis partie au Honduras en tant que directrice pédagogique de l'Alliance française. Et après, je suis partie en Ukraine. En Ukraine, je suis allée travailler en tant que professeure et chargée de programme au lycée français de Kiev. Donc après 18 mois passés à Kiev, on m'a appelée du ministère des Affaires étrangères pour venir travailler ici en Estonie, donc sur un poste de directrice adjointe de l'Institut français d'Estonie. Moi, je suis en charge de tout ce qui est partie des cours. Donc c'est promouvoir les cours de l'Institut français en Estonie. Les cours que l'on propose, ce sont des cours pour enfants, pour adultes, c'est-à-dire des cours du soir, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Elle chapeaute ainsi 14 professeurs de français qui se partagent les cours à l'Institut. Beaucoup de travail donc pour cette maman d'un petit garçon dont le papa français est resté en France. Le plus difficile étant le regard des autres. Élever un petit garçon dans une société où le congé maternité est de 18 mois, les gens ne comprennent pas trop pourquoi je suis au travail. Et quand j'ai essayé de trouver une crèche, ils m'ont dit mais de toute manière nous n'accueillons les enfants qu'à partir de 18 mois et dans tous les cas votre place, êtes-vous vraiment consciente? Est-ce que vous réalisez ce que vous faites? Je fais oui effectivement, je veux concilier vie familiale et vie professionnelle. Et ici, ça a été très difficile. J'ai mis une annonce sur un site internet en me disant voilà, je cherche une nounou pour mon petit garçon de 2 mois et demi. Et j'ai eu une réponse. Les mentalités sont certes différentes et les paysages aussi. Qu'est-ce qui vous manque le plus ici? Oui, la mer, même si on l'a ici, mais c'est vraiment c'est cette mer qui bouge, cette mer qui sent quelque chose. Qu'ici, ça sent, pour moi, ça sent pas. Mais j'aime beaucoup l'Estonie. Je me suis mariée en Estonie et mes collègues savent très bien que j'ai charrié énormément sur leur lac, parce que pour moi, c'est un vulgaire lac. Un vulgaire lac dans lequel Jean se baigne et sur lequel Mathieu navigue. Moi, je me suis baigné ici le premier week-end d'avril. Je pense qu'elle était en dessous de 10. Donc on n'y va pas tous les jours non plus. Mais l'été, c'est à peu près pareil, oui, je pense. Entre 18 et... Baie de Saint-Brieuc, je dirais. 18 et 20. Elle est très peu profonde, la Baltique, donc ça chauffe vite. Je suis mis à faire du kitesurf, donc c'est pas mal l'Estonie pour le kitesurf. Vu que la mer Baltique est plate, il n'y a pas trop de fond, donc c'est assez propice et assez souvent du vent. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas mal pour ça. Et la pêche aussi, ils aiment beaucoup la pêche. Donc j'ai essayé la pêche en hiver sur un lac gelé par moins 25, c'était intéressant, on va dire. On a récupéré des petits poissons. Nous allons, nous aussi, nous rapprocher de cette mer Baltique en prenant le ferry. Direction la Finlande et Helsinki juste en face. Plus grande que Tallinn, plus froide avec ses avenues tracées au cordeau et ses façades souvent grises, la capitale finlandaise offre un visage plus austère, mais aussi plus moderne et avant-gardiste que sa voisine estonienne. Abritant des constructions étonnantes, comme cette église dans le rocher, ou ce monument dédié au compositeur finlandais Sibelius, la patrie de l'architecte Alvar Aalto reste une référence pour ses formes futuristes, son design innovant et sa jeunesse décoiffante. Pour retrouver un style plus classique, il faut se rendre place du Sénat. Comme Tallinn, la capitale finlandaise a subi diverses influences. Alors Eric, nous sommes sur la place centrale d'Helsinki, la place du Sénat, qui à elle seule condense un peu toute l'histoire de la Finlande, dominée un temps par les Suédois et un temps par les Russes.
Effectivement, on peut observer ici sur notre droite la statue du tsar Alexandre II, restée populaire donc en Finlande. Au XIXe siècle, la Finlande donc était le grand-duché de Finlande, puisque depuis 1809, la Russie avait donc mis sa tutelle sur cette région qui a appartenu pendant plusieurs siècles à la Suède depuis le Moyen Âge. Concernant la présence suédoise, par exemple, l'église qui est juste derrière vous, c'est une église luthérienne. C'est typiquement suédois, ça. C'est l'influence suédoise. Bien entendu, puisque la ville fut fondée par Gustav Ier Vasa, ce monarque suédois qui, en 1550, donc décide de créer Helsingfors, le nom suédois d'Helsinki, pour concurrencer donc sa voisine Tallinn, qui faisait partie de la Ligue hanséatique, donc grande capitale commerciale. Le nom de Vasa, on va le retrouver en Suède, justement. Pour ce faire, nous reprenons un ferry, qui effectue cette fois la liaison entre Helsinki et Stockholm. Un ferry particulièrement bien garni, en bar, en restaurant, en magasin duty-free et en jeune viking alcoolisé. Après une nuit sur le bateau, un autre bateau s'offre à nous, dans l'immanquable musée Vasa. Il abrite l'épave éponyme au destin unique. Conçu pour être le fleuron de la flotte royale de Gustave le Grand, le Vasa coula dès sa première sortie du port en 1628. Mal lesté, trop chargé, il glisse dans la vase pour y rester 350 ans, avant de réémerger dans les années 60. Depuis lors, entretenu, restauré, bichonné, il fait l'admiration de centaines de visiteurs tous les jours. Autre lieu incontournable, Gamla stan, le centre historique, né il y a plus de 700 ans, et réputé pour ses ruelles étroites, ses jolies placettes, ses façades ocre et sa relève de la garde devant le palais royal, là où vécut Jean-Baptiste Bernadotte, un soldat béarnais, maréchal de Napoléon, devenu roi de Suède et de Norvège au XIXe siècle. Comme quoi, la Suède, malgré son climat rude et ses longues nuits d'hiver, attire les Français. Il faut dire qu'avec une croissance de 4% et un modèle social envié, la patrie de Volvo, d'IKEA et d'Ericsson a d'autres atouts, même si le pays a changé. C'est ce que nous explique Sylvie, une costarmoricaine installée ici depuis près de 30 ans. Bonjour. Bonjour Sylvie. Bonjour Marie, bienvenue. Je crois que j'ai vu la Suède changer. Je crois parce que je pense que j'ai vu, par exemple, sur le plan social, je crois que les choses étaient beaucoup plus au départ plus évidentes. Les aides sociales, par exemple, je crois que c'est beaucoup plus facile et plus évident d'avoir des aides au départ. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Je crois qu'il y a plus de... il y a eu aussi beaucoup d'immigration, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu du changement dans la Suède. Mais c'est les influences, je crois, de l'extérieur, tout simplement. La Suède s'est un peu ouverte, plus à l'extérieur. Elle est rentrée dans l'Europe en 1995. Et je crois que là, ça a aussi fait des changements. On voit beaucoup de politiques qui se battent pour le garder, ce modèle. Mais on a un peu l'impression qu'on va aussi vers un peu un démantèlement du modèle aussi. Et je ne peux pas expliquer pourquoi c'est comme ça, mais il est plus fragile, beaucoup plus fragile, je trouve. Cette assistante sociale sait de quoi elle parle. Aujourd'hui divorcée d'un Suédois, cette maman de 4 enfants reconnaît toutefois que le changement observé est moindre concernant la condition féminine. Les droits des femmes restent ici toujours plus élevés qu'ailleurs. Je crois que c'est plus facile, par exemple, ici, comme femme, d'être seule ou même de faire des études. Par exemple, quand j'ai repris mes études, mon mari avait gagné beaucoup d'argent, mais ils ne tiennent pas compte de ça. J'avais quand même des droits de soutien financier. Ils ne vont pas regarder mon mari, ce qu'il gagne, etc. Donc il y a une liberté, une indépendance quand même au niveau de la femme, ici, effectivement. Déjà, c'est très, très fréquent que l'homme est à la maison, beaucoup plus. La femme peut être à la maison les 6 premiers mois, puisqu'on a 13 mois ici. Et l'homme peut être à la maison 3-4 mois, quoi. Donc c'est plus courant, c'est pas du tout bizarre dans une famille. Mais il y a quand même plus, je crois, de parité qu'en France, je crois.
Plus de parité et plus de facilité également pour trouver un emploi. Cela tombe bien, car cette femme dynamique a encore d'autres projets dans sa besace et sur son biligue. Les crêpes, en fait, c'est un peu un retour aux sources. J'ai fait un stage l'année dernière dans le Morbihan, dans un stage de galettes, de crêpes. Et donc, je me suis dit que c'est un petit projet que j'ai dans la tête, que je n'ai pas encore réussi à réaliser, mais d'ouvrir quelque chose ici. Une crêperie, ça pourrait être peut-être un food truck ou quelque chose comme ça. Mais j'ai un petit projet là. J'ai des racines très fortes de la Bretagne, puisque j'ai grandi toujours au même endroit, je n'ai jamais bougé. Donc, jusqu'à ce que j'ai 22 ans, j'ai grandi et vécu en Bretagne, pratiquement au même endroit. Donc, quelque part, j'ai des racines très fortes là, j'ai besoin d'y retourner. Cette identité forte, un autre divorcé breton la revendique aussi, Cyril. Bienvenue. Bonjour Cyril. Qui travaille au Crédit Agricole. Ce petit-fils d'un capitaine au long cours a fait des études de comptabilité à Rennes, avant de rencontrer une stagiaire suédoise à Amiens, dans un cabinet d'audit, et de décider de partir avec elle en Suède. Le couple a eu 3 enfants avant de se séparer. 3 enfants bilingues, dont Cyril s'occupe beaucoup, et en respectant les méthodes d'éducation suédoises. Tout ce qui est fessé, voilà, c'est totalement interdit ici. Tout ce qui est corporel, c'est interdit. Donc on peut aller en prison. Hein. Enfin, donc c'est très sérieux. Donc on peut dire c'est une grande différence avec la France. Donc au niveau de l'éducation, il faut repenser à l'éducation, comment faire en sorte que si l'enfant fait une bêtise, comment lui parler. Donc c'est beaucoup sur la discussion. De grandes différences donc entre la Suède et la France concernant l'éducation, mais aussi au quotidien, dans le travail et dans la façon de vivre. Ici c'est plus, quand on a fait son boulot, on est beaucoup plus responsable de son travail. Donc si à partir de... s'il faut aller chercher les enfants, parce que l'école ou la crèche finit à 5h30, on part un peu plus tôt et c'est pas grave. Et après on peut éventuellement travailler un petit peu plus le soir. Donc c'est une autre façon de voir les choses en fait. Ici c'est beaucoup plus l'équilibre entre la vie familiale et le travail. Les horaires de la banque c'est 37 heures, 37h30. Donc en gros c'est de 8h30 jusqu'à 5h. Et on a 45 minutes de pause de déjeuner, donc c'est ça aussi c'est un peu la différence avec la France, où les déjeuners très courts, c'est plus un déjeuner rapide. Et puis, la grande différence avec la France dans les sociétés, c'est qu'en France c'est très hiérarchique, alors qu'ici c'est très plat, qu'il y a la société. La Suède c'est quoi à la base? C'est des petits villages. Donc vous êtes dans un petit village, tout le monde se connaît, donc tout le monde fait confiance à l'autre. Et on retrouve cela dans les grandes entreprises où chacun a son job, à sa responsabilité, et il n'y a personne qui est là pour... Voilà, il y a très peu de niveau de hiérarchie en fait, il n'y a pas besoin. Si les différences franco-suédoises paraissent nombreuses, il y aurait davantage de points communs, manifestement, entre les Bretons et les Suédois. Je pense qu'effectivement, il y a des points communs qui sont certainement liés à l'histoire, dans la mesure où les Vikings étaient en Bretagne. Les Bretons, c'est un peu des marins. Les Suédois, les Vikings, c'était des marins. Et puis, dans la relation aux autres, les Bretons, on dit qu'ils sont un peu froids, un peu distants. Les Suédois sont un peu froids et distants. Même si en Suède, c'est vraiment le cas. Ils sont vraiment froids et distants. Et il y a la mer qui relie ces deux peuples, et la navigation. Cyril s'est acheté un voilier, amarré juste en bas de chez lui. Il navigue régulièrement ici, non loin d'ailleurs de la maison d'un des chanteurs du groupe ABBA. Ici, c'est un archipel, donc il n'y a pas de vagues. Donc c'est beaucoup plus simple au niveau de la navigation, et il n'y a pas de courant. Donc c'est deux choses beaucoup plus simples. Par contre, il y a des rochers partout. Mais bon, en Bretagne, il y a des rochers. Mais bon, en Bretagne, quand on était à Trégassel, on connaissait tous les rochers. Alors qu'ici, on ne connaît pas les rochers, donc il vaut mieux avoir un GPS sur soi, quoi. Mais voilà, c'est un lac, hein, vous voyez. On ne croit pas qu'on est en pleine mer ici, mais on est en pleine mer. Ça reste la mer, ça reste des conditions climatiques l'été qui sont assez proches de la Bretagne. Vous voyez ici, aujourd'hui, c'est un temps du sud-ouest comme on peut l'avoir en Bretagne, exactement pareil.
Nous poursuivons notre navigation parmi toutes ces petites îles. Il y en a 30 000 dans cet archipel sur la Baltique, dont certaines abritent les bâtiments les plus emblématiques de cette autre Venise du Nord, comme l'Hôtel de Ville, en style romantique national, créé au XXe siècle, inspiré des palais italiens de la Renaissance. Il accueille tous les ans, en décembre, le banquet qui suit la cérémonie de remise des prix Nobel. Autre genre et autre île, ce parc d'attractions, qui est en fait encore plus ancien que l'Hôtel de Ville. Ce Breton d'ailleurs, spécial Baltique, se termine donc ici à Stockholm en Suède, le pays de l'enfant roi. C'est donc dans un parc d'attractions qu'on se quitte à Gröna Lund, au cœur même de la ville de Stockholm. C'est l'un des parcs d'attractions les plus vieux du monde. Allez, moi je vais faire un petit tour sur l'une de ces montagnes russes. On se voit le mois prochain et comme on dit ici, Hej då! Salin Holidays vous a fait voyager avec Breton d'ailleurs.